Alors qu'est-ce qui fait si je suis cette paix, essentiellement? Si je suis cette joie? Si je suis cet amour? Déjà, de façon inhérente, de façon constitutive, de façon fondamentale, essentielle, comment ça se fait que je ne le vis pas tout le temps? Tout simplement parce que ce que je suis réellement, ce qui désigne cela qui est conscient de toutes les perceptions et qui se connaît lui-même, ce je essentiel, c'est momentanément confondu avec ce dont il a conscience, par une sorte d'hallucination, d'hypnose, de petite erreur, tout simplement d'attention. Je, semble-t-il, s'est laissé fasciner par certaines images, par certaines identités, certains mots, certaines phrases, certaines sensations. Et momentanément, en l'absence d'investigation, je se prend pour quelqu'un, une personne, un homme, une femme, qui a une nationalité, qui a des préférences. Et donc ici, au cœur du satsang, ce qu'on fait comme ça, c'est qu'on sépare le bon grain de l'ivraie. C'était Jésus qui parlait comme ça. Donc on va discriminer entre ce qui est essentiel à l'être et ce qui n'est pas essentiel, pour révéler l'être tel qu'il a toujours été. Et c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de place pour le développement personnel. Nous ne cherchons pas à améliorer la personne, à changer les pensées, à modifier nos croyances, à modifier la santé du corps, à changer quoi que ce soit d'ailleurs, ni changer les autres bien sûr, ni le monde. Cette discrimination se fait comme un acte de connaissance. J'ignore qui je me suis confondu avec ce que je ne suis pas, j'ai confondu l'être, je suis, je, qui est pure conscience, avec un corps, une forme, un âge, des désirs, des peurs, un caractère, une histoire, une famille, un pays, etc. Et donc je lève la confusion en regardant vraiment, en étant curieux, ouvert, attentif. Je discrimine. C'est ça l'intelligence la plus haute. C'est pas celle dont on se sert pour mesurer l'intelligence dans les tests d'intelligence. On utilise des tests d'une certaine valeur, bien sûr. C'est une intelligence qui discrimine les formes entre elles. L'intelligence dont on a besoin dans le satsang, c'est l'intelligence qui permet de discriminer entre la forme et le sans forme. Non pas entre les différentes perceptions qui apparaissent au sein de la conscience. C'est comme ça qu'on mesure le quotient intellectuel, le QI. Ici, on discrimine entre toutes les formes, tout ce qui a des caractéristiques objectives, de couleur, de forme, d'odeur, de goût, de sensorialité, de tactilité, d'âge, tout ce qui peut être mesuré avec ce par quoi c'est connu, qui lui n'est pas objectivable, qui lui n'est pas un objet. Nous pouvons, par exemple, regarder le flux des pensées qui sont là, en ce moment peut-être, et constater s'il y a des pensées qui sont constitutives de notre être. Une pensée, ça ne dure pas très longtemps, ça dure quelques secondes.
Et encore, pendant ces quelques secondes, elle se modifie, si on la regarde bien. C'est de la chimie, c'est de l'électricité. Ça apparaît, ça disparaît. La question qu'on se pose, c'est est-ce que moi, qui en suis conscient, est-ce que je, qui connais la pensée, est-ce que j'apparais au moment où la pensée apparaît, puis au moment où la pensée disparaît, je disparais également. Dites-moi si vous faites cette expérience. Pour ma part ici, je connais, je suis conscient des pensées qui apparaissent. Et lorsqu'elles apparaissent, je suis déjà là. Et quand la pensée se déploie, je suis encore là. Comme un écran qui est toujours là lorsque le film se joue. Puis à un moment donné, le film s'arrête. Mais l'écran, lui, il est toujours là. Je suis toujours là, je suis disponible pour accueillir la prochaine pensée. Prenez le temps un peu de considérer cela. C'est la base de cette enquête, de cette investigation non duelle, mais il est bon de revenir sur les fondamentaux. De réaliser qu'aucune pensée n'a le pouvoir d'améliorer ou d'amoindrir la conscience. Quand une pensée arrive dans la conscience, elle ne lui ajoute rien. Et quand elle part, elle n'ôte rien à la conscience que je suis. Un peu comme l'espace de cette pièce qui accueille tous ces meubles, tous ces amis qui sont là, toutes ces formes. Et cet espace n'est pas affecté par le fait qu'il y ait une chaise de plus ou de moins. Que nous peignions les meubles en bleu, en vert, en jaune, que nous les enlevions de cet espace. L'espace ne serait pas affecté, vous voyez. Et en nous, cet espace de connaissance on peut en parler comme un espace qui est neutre, qui accueille, sauf que c'est un espace de conscience par lequel les objets qui apparaissent dans cet espace sont connus. Je ne suis pas sûr que l'espace de la pièce connaît les chaises, fait l'expérience des tasses, du rooibos, des plantes, de la guitare. Par contre, cet espace qui est en chacun de nous, par lequel tout est connu, justement, semble être conscient. Mais est-ce qu'une pensée est consciente? Est-ce qu'une pensée se connaît elle-même? Évidemment que non. Mais selon votre degré d'identification à la pensée, et je fais très souvent des séances individuelles, plusieurs par jour, et aujourd'hui j'en faisais une, et la personne avec laquelle je faisais cette séance était tellement troublée, tellement encombrée de pensées, avait des pensées tellement agitées, que quand j'ai posé cette question, il y a eu un moment de doute. Il a fallu prendre le temps de bien regarder. Est-ce que la pensée est consciente? Parce qu'elle prétend, quand on est pris dans le ray des pensées, ça veut dire quand on s'identifie à la pensée, c'est quelque part qu'on croit que la pensée est consciente. Ça va loin, cette histoire. Si vous êtes relativement tranquille, dans un état de pas trop grande angoisse existentielle, il est assez évident de voir que la pensée n'est qu'une apparition-disparition et qu'elle n'est pas en elle-même consciente. Oui. Mais parfois,
peut-être à certaines heures de la journée, à certains moments où on peut avoir cette impression que la pensée est consciente. C'est en tout cas ce qui fait qu'on continue à s'identifier à elle. Elle semble vivante. Et c'est vrai qu'elle semble pouvoir se texturer comme en arborescence. Et presque comme si elle prenait de la vie un peu. Comme si elle... Mais quand on regarde bien, on voit qu'elle est pensée. D'abord, il n'y en a qu'une qui apparaît à la fois. Elles ne sont pas vraiment reliées de façon vivante. Quand on prend le temps d'écouter les pensées, on voit bien qu'il y a un petit espace entre elles. Un peu comme si on ralentissait le film au cinéma et qu'on passait de 24 images par seconde à peut-être 15 images ou 10 images ou 5 images. Et plus on prend le temps de contempler la course des pensées, et plus celles-ci se ralentissent et nous permettent de voir qu'entre chaque pensée, il y a un espace. Cet espace, c'est nous-mêmes, sans penser. Cet espace, c'est toi. Et cet espace n'est pas seulement entre les pensées. Il est en arrière-plan des pensées. Et il est aussi ce dont la pensée est faite. Et donc on voit cette danse-là, parfois à l'allure infernale, parfois poétique, parfois philosophique, parfois absurde, de pensée. Et on voit qu'aucune d'entre elles n'est essentielle à notre être. Notre être n'est pas changé par les pensées. Vous avez 70 000 pensées par jour. Donc 70 000 fois 360 jours, fois, je sais pas, 30 à 70 ans. Ça fait des millions de pensées. Des centaines de millions de pensées. Et en ce moment, aucune des pensées que vous avez eues ces 30, 50 dernières années n'est présente. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? C'est donc que la pensée n'est pas constitutive de l'être que vous êtes. De même, si j'observe le corps, les yeux fermés, il y a en ce moment une myriade de sensations. On prend rarement le temps de considérer le corps. On associe aux sensations des images mentales. Mais on ne prend pas le temps d'écouter le corps tel qu'il se donne à nous, sans commentaire. Mais là, nous le faisons, parce qu'on veut découvrir qui est je. Et on voit que le corps, sans commentaire, sans pensée, sans jugement, est un concerto sensoriel. Les sensations, peut-être certaines plus lourdes, plus aiguisées, plus métalliques, plus chaudes. Que d'autres. Il y a peut-être des parties plus denses, plus lourdes que d'autres. Mais grosso modo, c'est des points
plus ou moins rassemblés dans un espace qui vont et viennent, comme des lueurs. Dès que vous vous approchez d'une sensation particulière, vous êtes incapable de dire si elle est ronde, rectangulaire ou carrée. Quand vous vous rapprochez vraiment d'une apparente sensation, elle cesse de faire du bruit, comme quand on veut se rapprocher en été en Provence du chant de la cigale. Oui. Ça fait tch, 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 tch. On se rapproche et rien. Ceux qui ont déjà été en Provence l'été. Et c'est pareil pour les sensations. Quand on prend le temps de les investiguer, on voit bien qu'elles apparaissent, qu'elles disparaissent, mais que moi qui en suis conscient, qui les connais, je n'apparais pas et je ne disparais pas avec elles. Prenez un temps pour reconnaître cette évidence. Je suis conscient des sensations, des émotions, des sentiments, des vibrations. Une vibration n'est pas consciente. Une émotion n'est pas consciente. C'est un ensemble d'imaginaires et de sensations. Et on voit bien que même si les émotions semblent parfois durer plus longtemps qu'une pensée, elles ne durent quand même pas très longtemps. Elles finissent par changer. C'est juste la pensée qui nous dit que c'était insupportable, que ça va durer toujours, que ce sera toujours là, que c'est la même histoire, que je m'en sortirai jamais, vous voyez. Si on reste avec une émotion, on voit bien que si on reste avec une émotion sans commentaire, sans analyse, sans pensée, on voit bien que c'est juste un agrégat de sensations qui vont et viennent. Alors, plus ou moins dense, mais justement plus on écoute l'émotion, la sensation, et plus cette densité se dissout. Et vous pouvez le constater, là maintenant, si vous demeurez avec une partie du corps qui est un peu lourde ou un peu tendue, les épaules, les trapèzes, la tête, le front, ou plus chaudes comme les paumes de la main, la plante des pieds, qu'importe. Si vous restez avec sans jugement, au bout d'un moment, vous savez plus ce que vous écoutez. Parce que même les sensations finissent par se dissoudre. Mais il y a quelque chose en vous qui ne se dissout pas. Quelque chose qui demeure. Les sensations vont et viennent, les émotions vont et viennent. Les pensées nous traversent, les images aussi. Et quelque chose ne change pas. Quelque chose demeure, qui n'est donc pas fait de pensée, qui n'est donc pas fait de sensations, d'émotions. Et pourtant, ce que j'appelle je, que j'ai longtemps appelé je, que j'ai associé à Dan, à un homme avec un âge, pendant très longtemps, je me suis identifié exclusivement à cet ensemble d'émotions changeantes, mouvantes, à des pensées plus ou moins récurrentes, à une histoire. Je me suis référé à une biographie, mais finalement ce sont que des pensées qui apparaissent et disparaissent. La biographie, elle change selon les instants, selon l'idée qu'on a à défendre de soi-même ou auprès des autres. Tout ça est complètement changeant et change aussi selon l'âge qu'on a et notre vécu. Et quelque chose en nous demeure le même. Oui. Et ici, on met l'accent sur cela.
quelque chose connaît les pensées, quelque chose connaît les sensations. Et le monde qui nous parvient par le truchement des 5 sens, couleur, odeur, goût, sensation, son, toutes ces informations sont connues aussi par quelque chose qui n'est pas fait de son, qui n'est pas fait de pensée, qui n'est pas fait d'odeur, de goût. C'est pas quelque chose, justement. Depuis 2000 ans, on a réifié les choses. On a fait des choses la réalité. En Grèce, il y a 2000 ans, le mot res désignait les choses. Et le mot res a donné chez nous la réalité. Et donc, dans notre culture, la réalité nous vient des choses. On étudie les choses. Et c'est comme ça que la plupart des gens comprennent le monde. Mais le monde, il n'aurait pas d'existence s'il n'y avait personne pour le connaître. S'il n'y avait pas, alors je dis personne, mais s'il n'y aurait pas, non pas une personne, mais parce que la personne fait elle-même partie du monde. La personne, les humains, les animaux, le végétal, le minéral, tout l'univers, n'aurait pas d'existence s'il n'était pas connu. L'univers ne peut apparaître que parce qu'il apparaît au sein de quelque chose qui le connaît. Et je suggère que notre véritable je, c'est cela qui connaît. Et ce je n'est pas fait de pensée, de sensations, d'odeur, de goût, de couleur, de son. Et pourtant, si je vous demande, est-ce que tu es en train d'être ? J'espère que chacun répondrait oui. Enfin, dites-moi si c'est non. Je n'ai pas sûr d'être en train d'être. Si. Ah. si. Ah. Je suis pas en train d'être. Ah. Donc je l'ai senti depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui fait un nœud et j'arrive pas à le défaire. Arrête-moi là où j'avais mal compris. Il s'est fait un parallèle là dans les pensées qui me sont venues entre ce que j'ai compris que tu viens de dire, qui est que si je pense à une sensation dans mon bras droit par exemple, il y en aura plein qui vont changer. Donc je ne suis pas la sensation. Je n'existe pas et je n'arrête pas d'exister quand la sensation change. Oui. Ça vient faire un rebondir sur l'exercice que tu proposes quand il y a une forte émotion par exemple, ou une douleur. On va rester sur la sensation, il y a une douleur. Et qu'on passe par l'exercice de j'ai une douleur à je suis la douleur. Et je me rends compte que quand tu le guides, je le fais. C'est l'autre voie. C'est le je majuscule. C'est la voie du sentir. Là, nous sommes en train de discriminer entre ce qui est perçu et cela qui perçoit. Ouais. C'est la voie de la connaissance. C'est la voie qui est la voie la plus répandue en satsang. C'est la voie où j'interroge qui est je. Dans cette voie-là, je passe par l'idée que je suis quelqu'un, I am somebody, à l'idée que quand je retourne mon attention vers je, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc somebody, c'est je suis un corps, finalement. Ah, je suis nobody, je ne suis pas le corps. Et dans un deuxième temps, je peux être everybody, parce que j'ai découvert que je n'étais rien. En tout cas, pas à rien, un néant, mais une absence de choses. Ce que je suis, l'être que je suis, n'a pas besoin de pensée, de sensation, de perception pour être. Il n'a pas besoin de monde, de corps, ou de pensée pour être. On découvre qu'il n'y a que être et en deçà de toute perception. Donc,
l'être se vide de tout ce qu'il n'est pas. Et quand vraiment il retrouve ce vide qu'il n'avait jamais cessé d'être, un peu comme si on laisse l'argile qu'on a remuée dans un verre d'eau pure se déposer de lui-même sur le fond. On voit qu'au départ, on dirait que l'eau est boueuse. Mais quand on regarde bien et qu'on prend le temps de contempler, l'argile se dépose. Et l'eau retrouve ce qu'elle avait toujours été. Et donc là, nous sommes en train de faire un processus de neti. Neti, on appelle ça en Inde, on appelait ça dès la Brihadaranyaka Upanishad. On disait que l'être, Brahman, ne pouvait être connu qu'en découvrant ce qu'il n'est pas. Donc neti neti signifie je ne suis ni ceci, ni ceci, ni cela. Donc nous sommes en train de discriminer entre les vagues, qui sont certes toutes constituées d'eau, mais qui ne sont pas essentielles à l'eau. C'est les formes que l'eau prend, c'est les formes que la conscience prend. Mais la conscience demeure la conscience, quelle que soit la forme qu'elle prend, elle ne cesse jamais d'être consciente. Alors que les différentes vagues changent, les pensées changent, les sensations changent, tu vois. Et donc, on découvre à un moment donné que je est pure conscience en fait. Je, c'est cela qui est conscient de soi-même. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Maintenant que ça commence, je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance, pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.